Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVT se déroulant sur Daybreak, où on va retrouver en bas à gauche de la map Phoenix, qui a spawné en terrain de rouge, et qui pour le coup va être confronté à, on va centrer la caméra, Crimson, lequel a spawné en haut à droite de la map en Protoss bleu. Daybreak, je le rappelle, une map à 2 points de spawn, ce qui signifie que si vous spawnez en haut à droite de la map, votre adversaire est nécessairement en bas à gauche. Daybreak avec son tas de déchets en son sein, lequel permet une fois brisé d'accéder beaucoup plus rapidement à la base de l'adversaire en faisant ce trajet, celui que je fais avec le curseur de ma souris, alors que d'ordinaire, voilà, d'ordinaire on fait ce trajet. Celui que va faire la prop de Crimson, laquelle a scouté juste après le premier pylône, donc c'est un parti pris, j'ai envie de dire. L'avantage en fait de scouter après le pylône à 9, c'est que pour peu que le terrain ait posé sa baraque dans les timings standards, c'est-à-dire à 12, la probe arrive pile poil à temps pour commencer le harass juste après que la baraque se soit commencée. Voilà. Et voilà. La petite chieuse, hein, comme on l'appelle. La contrepartie en fait de scouter après le pylône étant que bien sûr, vous avez un petit peu moins d'économie vu que vous avez une prop de moins sur le minerai. Phoenix qui de son côté va prendre son gaz à 13, ce qui indique qu'il va taker relativement rapidement. Du côté de Crimson, on a également pris son gaz, mais ça c'est déjà beaucoup plus classique. Les Protoss ne peuvent pas faire grand chose sans gaz, hein, faut dire ce qui est. Tiens, on va suivre cette petite probe, hein, le temps que la game se dérouille un petit peu, j'ai envie de dire. Toc, toc, je vérifie, donc station orbitale d'emmener, deuxième pylône, ok, donc tout ce qui est de plus classique. Ce petit VCS qui stat, est-ce que je fais mon supply, est-ce que je le fais pas? Donnez-moi des ordres, bordel, faut que je bosse. D'accord, et là, petite course, finalement, lièvre à la tortue, c'est la tortue qui a gratté le lièvre juste à la fin. Donc cette petite probe, qui ma foi, va se barrer exactement comme elle était venue, mais avec une info de taille en poche, à savoir ce gaz. Donc j'ai envie de dire bonne opération pour Crimson. Alors, voilà, là je peux commenter. Donc du côté de Phoenix, on a posé un réacteur, ce qui semble indiquer un opening de Rax, réacteur à lab technique, voici la deuxième Rax. Donc un très bon opening pour mettre une pression sur le Protoss assez rapidement dans la game, tout en s'assurant une B2 relativement rapide et safe soi-même. Donc un bon opening, hein, surtout sur une map sur Daybreak qui n'est pas exceptionnellement grande, j'ai tendance à dire. Du côté de Crimson, on chronoboost son... On a fait un Zélote, pardon, hop, Zélote qui va tenter de jambonner à tout va. Le VCS qui court pour sa vie. Fuis, petit VCS. Donc du côté de Crimson, on a chronoboosté un Stalker. Je précise qu'en fait le choix de Crimson de sortir le... Crimson qui va faire un petit attack move juste pour vérifier qu'il n'y a pas un deuxième VCS un petit peu suspicieux planqué derrière les lignes de minerai. Je disais donc, l'avantage en fait de partir que sur le Zélote en tant que première unité dans le match-up TVP, c'est justement au cas où le terrain vous ferait une petite vacherie sur votre B2, comme vous posez un bunker ou une eBay. Il faut savoir que le Zélote a un DPS bien supérieur au Stalker. Et donc il est bien plus à même de se débarrasser des bâtiments en fait. C'est la raison pour laquelle c'est bien d'avoir un Zélote en fait en début de partie. Voilà, donc Crimson qui va faire parler un petit peu la micro en grattant les marines, pardon, et qui pour le coup il réussit assez bien, je dois dire. Hein. Enfin il a l'unité pour, mais c'est pas forcément un move simple à faire, donc pour le coup j'ai envie de lui dire GG. Pendant qu'on a le lobby incapacitant qui est recherché du côté de Phoenix. Donc la petite probe, ce qui fait que Crimson aura probablement l'info au moment où ce push sortira, le Zélote et le Stalker qui vont rentrer bien tranquillement chez eux à la base, pendant qu'on a deux... je vais revenir sur ce Stalker. Pendant qu'on a deux guettes de popée chez Crimson, mais ça j'ai envie de dire c'est standard, hein. Vous posez rapidement la B2 après l'accord, et pour assurer votre défense, vous posez 2 guettes supplémentaires. Le push de Phoenix, et qui donc... Alors la question c'est, est-ce que
comment dire, est-ce que Crimson va le voir? Voilà, donc ça c'est vu, vous voyez sur la minimap, ça c'est la vision de Crimson. Crimson qui a vu ce push et qui va s'en aller bien tranquillement avec son Stalker. Stalker qui est plus rapide et qui en plus aura pris de l'autre côté de la map, ce qui va lui permettre d'arriver bien plus rapidement chez lui. Donc Stalker qui aura été très utile, j'ai envie de dire, à Crimson, hein. Je veux dire, il aura gratté quelques marines, il aura eu l'info, il sera revenu en vie avec tout son bouclier et tous ses points de vie. Donc pour l'instant, un sans faute, hein, du côté du Protoss. Pendant qu'on a le push du terrain de Phoenix qui va arriver sur place. Voilà, en bonne file indienne, là prêt à dégommer tout ce qui pourrait descendre de cette base. Je me fais pas trop d'inquiétude pour pour Crimson. Il a 3 gates, il va probablement attendre avant de sortir que le bouclier de ce Nexus soit complètement épuisé. Voilà, bon move de sa part, hein. Ça lui a permis d'attendre un warp d'unité supplémentaire. Très bon force field de la part de Crimson, qui va séparer les renforts et permettre à ces deux zélotes de faire parler leur lame psionique, pardon, autant pour moi. Phoenix qui choisit de rester, je suis pas sûr que ce soit une bonne opération. Il a probablement envie de gratter encore quelques unités supplémentaires. Mais il faudra faire attention au force field, hein, surtout que, voilà, excellent force field de la part de Crimson. Phoenix qui sait qu'il est coincé, qu'il peut pas se barrer, et qui va donc très intelligemment focus, ou plutôt tenter de focus les sentries, hein. Je vous rappelle qu'en début de partie, dès lors que voilà, sage décision de la part de ces marines et maraudeurs qui ont envie de comprendre que leur copain se trouvait désormais entre 4 planches et qu'il valait mieux pas, les y rejoindre. De quoi est-ce que je parlais juste avant? Oui, voilà, il faut bien voir que lorsque le Protoss est sur Get en début de partie, l'unité la plus chère et celle qu'il tient absolument à maintenir en vie est la Sentry. C'est pourquoi je vous conseille, si vous êtes Terran et que vous vous retrouvez dans une situation similaire à Phoenix, de prendre de réagir exactement de la même manière et de focus ces petites boules lumineuses qui font penser un petit peu à des lanternes de discothèque, j'ai envie de dire, quand on les regarde de loin. Bref, trêve d'ineptie. Donc du côté de Phoenix, on a posé la B2 durant le push, donc ça c'est normal. On recherche le Steam Pack, on lance la Facto qui va bientôt être suivi du Spatioport, j'ai envie de dire. Alors, plus intéressant, du côté de Crimson, on envoie un observateur et vous pouvez voir qu'on n'a pas fait de choix technologique, hein. À savoir qu'il a pris, il a posé ces 2 gaz ici, mais pas de bac à robot, pas de bac à colosse par exemple. Et à mon avis, je pense qu'il attend en fait tout simplement d'avoir confirmation que l'assaut de Phoenix n'ira pas plus loin. Il envoie son observateur pour s'assurer de la velléité ou non de son adversaire. Là, il a scouté le bunker, donc dès lors, à mon avis, ça... Le bunker qui est un bâtiment défensif par excellence, hein. Je pense qu'il peut dès lors conclure que Phoenix ne va pas sortir de chez lui et on devrait probablement avoir une réaction sans plus attendre, pendant que son armée était stationnée à la Xel'Naga justement, peut-être pour prendre les unités de Phoenix désireuses de retourner à la Marave un petit peu... par surprise, j'ai envie de dire, voilà. Donc réaction immédiate de la part de Crimson, hein. Il a scouté qu'il risquait pas de se faire attaquer d'ici 2 à 3 minutes. Je vous rappelle que Phoenix est parti sur l'opening classique, hein, Medivac Bioball. Très bon opening contre Protoss, vu qu'il vous permet de profiter du manque de mobilité de l'armée d'ailleurs. Voilà, et donc je disais donc Crimson qui joue très finement le coup en téquant à mort, hein. Double forge, bac à colo, vous pouvez voir qu'aucune unité n'est produite hormis des probes, ce qui va lui permettre de consacrer tout son minerai et Vespen dans les améliorations. Voilà, on envoie le plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Même chose, hein, le plus 1 de défense et le plus 1 d'attaque est fini chez Phoenix, le plus 1 de défense également. L'armurerie est en cours de route, ce qui va permettre de passer très rapidement aux 2 d'attaque et aux 2 de défense, hein. On est au taquet au niveau des upgrades des 2 côtés. Un petit retard du côté de Crimson, mais vu qu'il a les chronoboosts, à mon avis, il va très vite rattraper son retard. Pendant qu'on a un drop qui part et qui, pour peu que Crimson ait été attentif, a dû être scouté par cet observateur, et un deuxième observateur qui est là justement pour se prémunir contre les drops. Je dois dire de Crimson qu'il a un assez bon map control, hein. Il l'a démontré tout à l'heure avec sa prise de Xel'Naga par le Stalker. Voilà. Donc ça, c'est la vision de Crimson, hein, qui a vu le drop arriver et qui a réagi instantanément. On a 3 stalkers qui se déplacent allègrement jusqu'au point d'ancrage du Medivac, pendant que on a une petite escouade de marines de la part de Phoenix qui se dirige probablement vers la B3, si j'en crois leur trajectoire. B3 qui n'est pas encore posée de la part de Crimson, mais je vais y revenir. Voilà, donc les stalkers qui font parler un petit peu les lasers, hein, histoire de se montrer convaincants. On veut pas de Medivac chez nous, donc casse-toi.
Voilà, un petit shift-click de la part de Phoenix. Ouais, voilà, il va probablement scouter cette B3, mais vous pouvez voir que pour l'instant Crimson n'a pas montré de volonté de la poser, j'ai envie de dire. Quoique cette petite preuve pourrait me faire mentir, on va se concentrer sur elle. Oui, ça m'a l'air d'être une preuve, voilà, donc le Nexus. Et alors là, ça pourrait être une très bonne opération. Voilà, très bonne opération de Phoenix qui, on va regarder le minerai de Crimson. Voilà, Crimson qui n'a pas annulé sa B3, donc ça, très bon move de la part de Phoenix. Phoenix qui va perdre quelques marines, mais qui aura eu l'info du Colosse, et qui en plus aura annulé la B3. Donc j'ai envie de dire très bon move de sa part, pendant qu'on a un drop, le drop de tout à l'heure de Phoenix, qui atterrit dans la B1 de Crimson, et qui va se faire les stalkers, hein. Je vous rappelle que les marines, dès lors qu'ils ont le steam pack, et que les... sont supérieurs aux stalkers, pour peu que les stalkers ne kitent pas, c'est-à-dire ne fassent pas de hit and run, et ils n'en ont pas fait pour le coup, ce qui fait qu'ils se sont fait dégommer. Très bonne opération, j'ai envie de dire, de la part de Phoenix, qui n'aura paumé en tout et pour tout que des marines, mais qui aura sauvé son Medivac, aura eu une info de taille, à savoir le Colosse, et aura en plus annulé la B3, ce qui fait 400 en moins de pognon pour Crimson. Donc concernant Phoenix, il en profite lui-même pour poser sa B3, normal, hein. Il se montre agressif tout en macrant de ce côté. Un domaine dans lequel les terrains sont très bons. On peut voir que le 2-2 est bientôt fini de rechercher. Du côté du Protoss, on continue la tech intensive, hein, j'ai envie de dire. Charge des zélotes, plus 2 d'attaque, plus 2 de défense, pendant... Oh my fucking god. Pendant qu'on a une B4 posée, alors que la B3 de Phoenix n'est toujours pas rentabilisée. Alors là... Ouais, bah, pour le coup, Phoenix qui se la joue un peu en mode fuck the police, hein, qui, comme vous pouvez le voir, va montrer quelques marines, faire un semblant d'agression, probablement montrer son armée, faire une petite pression au niveau de la Xel'Naga, j'imagine, ou tout du moins j'espère, non. Ah, peut-être, alors attention, qu'a vu cet observateur? Hop, on va cliquer dessus. Voilà, donc l'observateur, heureusement pour Phoenix, vous pouvez voir qu'il n'a pas scouté la B4, donc très bonne opération pour l'instant de Phoenix, hein, qui en fait, j'ai envie de dire, aurait tout intérêt à se montrer agressif. Alors attends, parce que là, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il a vu le... Ah, donc, ok, d'accord. Donc Crimson a vu la B4, pour peu qu'il soit attentif à sa minimap, j'ai envie de dire, pendant qu'on a la facto de Phoenix, hein, très bon move. Je vous rappelle que la facto en fait ne vous sert plus à rien dès lors que vous avez popé le spatioport dans le match-up TVP, à moins que vous ne désiriez faire des nukes sur l'Académie Fantôme, auquel cas elle vous est nécessaire. D'ailleurs, en parlant de la facto, je profite vraiment pour rappeler qu'avant de l'envoyer scouter le Protoss, ce qui est un bon move, il ne faut jamais oublier de poser l'armurerie, vu que pour poser l'armurerie, vous avez besoin de la facto, et si vous la faites péter avant d'avoir posé l'armurerie, ça signifie que vous ne pourrez rechercher votre plus 2 d'attaque, plus 2 de défense, plus 3 d'attaque, plus 2 de défense, avant d'avoir ressorti une facto. Voilà, donc vraiment prendre garde quand vous êtes dans le match-up TVP, quand vous êtes Terran. Donc on a un double drop de la part de Phoenix qui va tenter d'aller remettre un petit peu de rythme, hein, mais là on peut voir qu'il y a un petit contingent d'unités de la part de Crimson qui n'attend qu'une chose, c'est de faire parler les épées et les lasers. Donc on va voir comment ça va donner, ce que ça va donner. Bon move de la part de Phoenix, hein, qui profite de la vision offerte par sa facto pour voir si le terrain est safe, et là non mon pote, le terrain n'est pas safe. Donc connaissant Phoenix, je suppose que le bougre ne va pas s'arrêter là et chercher un autre port d'attache pour les Medivac. Au niveau des up, hein, je précise qu'on a le plus 1 d'attaque des unités volantes, ainsi que le plus 3 d'attaque et de défense du côté de Phoenix qui est recherché. Phoenix qui va dropper dans la B1 du Protoss, probablement s'affranchir d'une guette, très bonne opération de la part de Phoenix. Phoenix qui direct va stimer comme un gros bœuf, comme le gros bœuf qu'il est sur les HT, et forcer la transformation en Archon. Un très bon move de la part de Crimson, hein, qui pour le coup aura vraiment été très réactif. Et bon move de la part de Phoenix également, qui aura réussi à s'acquitter de 2 HT et d'une guette. Donc ce qui est plutôt un bon move, move pas transcendant considérant le fait qu'il a paumé un Medivac bien qu'il ait sauvé le deuxième, mais surtout qui lui permet pendant ce temps-là de macro à la fois sur sa B3 et sur sa B4. B4 qu'il faudra d'urgence transformer en station orbitale, hein, si je peux me permettre. Ce serait une très bonne opération de la part de Phoenix. Donc Phoenix qui va tenter un petit go. Phoenix qui pour le coup m'a l'air qui a quand même une bonne masse de maraudeurs, hein. Il faudrait pas en construire plus, je veux dire 23 maraudeurs, 38 marines, ça va, mais il faudrait pas se tromper. Voilà, donc l'armée de Phoenix qui va probablement prendre position ici pour deny la B4 de Crimson, pendant que vous pouvez voir que les Medivac et Vikings de Phoenix se sont barrés à Bab al-Oued. Visiblement ils ont peur de prendre la fight et n'ont pas envie de s'en mêler. Ils préfèrent laisser leurs potes maraudeurs passer devant. Mais à mon avis ils vont pas tarder à se faire rappeler d'urgence Dardar. Voilà, l'état-major qui a dû gueuler un bon coup, vous revenez sur le champ de bataille et vous fermez vos gueules.
toute la, comment dire, la fermeté terrain, j'ai envie de dire, en un mouvement. Donc voilà, je vous disais donc Phoenix qui en fait va réaliser probablement une bonne opération, enfin réaliserait une bonne opération s'il parvenait à rester, à garder cette position. Hein. Fondamentalement, il n'a pas besoin de prendre l'affrontement face à cette armée qui n'est vraiment pas sûre de défendre. Il y a énormément de dégâts de zone ici. Hein. Il y a beaucoup d'achetés, quelques colosses. Mais en restant là, il empêche la B4 d'être prise par Crimson, mais également la B5, hein, tout en prenant lui-même B4. Et alors toujours mais le coréen modèle Phoenix qui pendant ce temps-là prend lui-même B5. Ce mec n'a aucune limite. Voilà, alors la fight qui va être prise par Crimson, qui n'a pas l'intention de se faire emmerder bien longtemps. Très bon force field de la part de Crimson. Et voilà, alors là, les Storms, les dévastateurs, hein, qui s'occupent de l'armée qui était bloquée, pardon. Et il s'est également fait des Vikings, hein, qui étaient restés au-dessus des maraudeurs. Là, on pourrait croire, en juger par la pop, que le retour de veste n'a pas été si impressionnant que ça pour Crimson, mais je vais y arriver. Pour Phoenix, mais je peux vous assurer que en fait c'est tout le contraire. Hein. En fait, Phoenix a perdu peu d'unités parce qu'il a une compo majoritairement constituée de maraudeurs. Et vous pouvez voir qu'il continue à en produire. Hein. Comment dire, voilà, il continue à en produire, il pompe les maraudeurs par 5 et là j'ai peur que d'après moi son orientation quant à la composition de son armée est mauvaise. Hein. Tout du moins s'il s'oriente sur énormément de maraudeurs, il aurait tendance à faire davantage de drops. Là on a eu 2 Vikings en fait qui se sont fait défoncer par ces lots de 4 chargelots. Pendant que le plus 3 et le plus 3 d'attaque et le plus 1 de défense sont recherchés par Crimson. Phoenix qui a depuis quelques temps déjà atteint cet état. Et là, ouais, non, là on a un engagement, ma foi, très mauvais de la part de Phoenix, qui persiste à vouloir prendre cette armée de face. Hein. Je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne opération. Je veux dire, il a sécurisé une B4, hein, contrairement à Crimson qui ne l'a pas encore exploité, et la B5 est déjà posée. B5, encore une fois, qu'il faudra transformer en station orbitale. Il aurait tout intérêt à tirer parti de son économie et à peut-être changer l'économie, la composition de son armée, ou le cas échéant à changer d'orientation. On peut peut-être prendre la faille de manière détournée en multipliant les drops, forcer cette armée à se scinder. Armée de Crimson donc qui va foncer directement sur la B3. B3 qui par chance pour Phoenix est une Planetary Fortress. Il y a peut-être moyen de prendre, voilà, ce serait un bon moyen de prendre la fight ici pour Phoenix avec le soutien de sa Planetary Fortress. Très bon move de Crimson, hein, qui à mon avis, connaissant parfaitement le match-up TVP, sait qu'il n'a absolument rien à tirer à prendre la fight contre l'armée de Phoenix avec le soutien en prime de la Planetary Fortress. Alors là, petit move assez surprenant de Crimson qui laisse googleiser ses 8 HT, vraiment sur 2 qui sont restés en plein milieu de la map. Là, on a le scout de Phoenix dont les ghosts n'auront pas manqué de remarquer la présence de 8 HT, des proies faciles, c'est comme à l'entraînement les mecs, et voilà. Du bon snipe de Ghost, hein, j'ai envie de dire. Du bon tir au pigeon. Là, à mon avis, c'est 8 Ghosts qui auront été plus que cost effective. Et Crimson qui doit qui doit l'avoir sévère, hein, parce que les HT, c'est pas donné. Et surtout quand on les paume par paire de 8, j'ai envie de dire. On peut voir le ciblage auto haute sécurité recherché de la part de Phoenix. Pour information, en fait, ça augmente la portée des Planetary Fortress et des tourelles. Ce qui tente à penser qu'il va transformer sa B5 en Planetary Fortress, ce que je trouve regrettable, mais j'y reviendrai. Pendant qu'on a encore une deuxième fight prise de façon frontale par Phoenix, mais enfin, quitte à prendre la fête avec ses compos, au moins peut-être essayer de chercher une concave de qualité. Je veux dire, toute son armée est stackée. Là, c'est vraiment du pain béni pour Crimson qui en tire pleinement parti. Hein. Je veux dire, certes, Phoenix a une bien meilleure économie que Crimson, mais ça va probablement pas durer. Hein. Je veux dire, je vous rappelle que Crimson est au courant de l'existence de cette B4, et à mon avis, c'est qu'une question de secondes avant qu'il s'attaque à la B5, ou qu'il remarque le poteau rose. Voilà, donc Crimson qui a décidé que il allait cesser de lâcher la bride à Phoenix et aller marquer un bon coup à son économie, j'ai envie de dire. Toujours très bon observateur de Crimson, hein, qui lui aura vraiment donné des informations très utiles tout au long de la game. Et là, en fait, qu'il informe à tout moment du positionnement de l'armée de Phoenix. Hein. Là, Crimson sait très bien qu'il vient de péter une base, il a la tech Protoss, il peut continuer à rechercher le bouclier et à poser des guettes, pendant qu'on a une accumulation de VCS qui décidément a décidé de se mettre en grève. Non, voilà. Alors, une B6 posée de la part de Phoenix, en fait, dont la démarche tout au long de la partie semble avoir été de se faire des couilles en or, ce qui est
pardon, toujours une bonne chose à Starcraft. Voilà, très bon scan de la part de, comment dire, de la part de Phoenix, qui va lui permettre de connaître la position de l'armée ennemie. Donc c'est une bonne opération pendant qu'on a deux colosses qui sont en train de danser la samba et qui visiblement vont choisir de rester sur place. Eux aussi semblent être en mode fuck the police, mais j'espère qu'ils vont pas rester là trop longtemps, faudrait pas se faire pécho par l'armée de Phoenix. Donc Crimson qui va s'attaquer à la Planetary Fortress de Phoenix. C'est la raison pour laquelle je plébiscitais une station orbitale en dehors au lieu d'une Planetary Fortress. Hein. Il faut bien voir qu'en Terran, quand vous prenez des expands un petit peu sneaky comme ça ne change rien que vous mettiez une station, une Planetary Fortress, pendant que les deux colosses vont se faire pécho par une armada de vikings visiblement comment dire, désireux d'en découdre, je vais y arriver. Et ce qui est une bonne chose pour Phoenix, hein, je veux dire, se choper deux colosses gratos, c'est toujours bon pour le moral et ça fait mal à l'économie. Mais j'ai envie de dire que le problème en fait pour Phoenix, c'est que d'accord, enfin il a pris des bases, il s'est fait des couilles en or. Le problème c'est qu'il a perdu deux bases coup sur coup. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir en termes d'unité, il n'a pas changé la composition de son armée. Hein. Il n'a pas changé du tout. Il s'obstine toujours à prendre les fights de face. Et vous pouvez voir que les fights c'est vraiment le point fort de Crimson. Hein. Depuis le début de la game, il a montré sa... Comment dire, il a montré qu'il se démarquait en termes de micro. Vous pouvez voir le petit move là où il a backé pour remettre ses élotes devant. Encore une fois, d'excellents storms qui font des ravages chez Phoenix, qui bouffent mais plein pot à chaque fois. Hein. Alors, je sais qu'encore une fois, on ne dirait pas parce qu'il a des maraudeurs qui tankent très bien. Mais les maraudeurs, je vous rappelle qu'ils ont un DPS merdique. Pendant qu'on a Phoenix qui, de façon assez intelligente, je dois dire, va utiliser ses vikings. Il a vu qu'il n'y avait plus de colo de la part de Crimson, donc il choisit de sacrifier ses vikings pour faire un petit peu de race. Manque de peau, vous pouvez voir que dans la barre de production que Crimson, qui a vu qu'il n'y avait plus de vikings chez Phoenix, choisit justement ce moment pour retecker Colosse. Donc du beau brain de la part des deux joueurs, hein, j'ai envie de dire. Vraiment du très très bon jeu. Je parlais de la composition d'armée de Phoenix qui au passage s'est amusé à faire un Reaper. Je doute que ce soit du foutage de gueule. Connaissant les raccourcis de Phoenix, je pense qu'il a voulu popper un maraudeur et il s'est tout simplement trompé de bouton. On va pas imputer ça à ce joueur. Donc un petit maraudeur qui a été sacrifié pour connaître la position de l'ennemi. Alors ça je trouve ça un petit peu dommage ce scan. Hein. Il faut voir que Phoenix avait envoyé une petite escouade, donc il avait déjà l'information sur la position de l'armée et de ce Nexus, tout autant que des photons. Il était pas nécessaire de claquer 50 d'énergie qui aurait pu être investie dans une mule, d'autant plus que comme vous pouvez le voir, Phoenix aurait fort bien besoin de pognon. Et Crimson qui prend la fight au niveau, cette fois-ci qui décide de prendre la fight au niveau de la Planetary Fortress, c'est ce qui était plutôt une bonne chose pour Phoenix, mais malheureusement, je veux dire, il faut bien voir, voilà, il faut bien voir que les storms de Crimson font beaucoup trop mal, et l'absence de Ghost du côté de Phoenix, vous pouvez voir qu'il y a deux Ghosts, mais j'avoue ne pas avoir vu les EMP, voilà les Ghosts un petit peu retardataires qui vont essayer de changer le cours de la game, pendant qu'on a une station orbitale qui a été posée ici, probablement pour faire une Planetary Fortress je pensais, mais manifestement c'est pas le cas vu qu'elle s'envole. Non d'accord, donc ok. On a fort bien besoin de thunes chez Phoenix, on va donc essayer de pécho la B5 de l'adversaire. Vous me direz, vu le culot dont a fait preuve le joueur, là je pense pas qu'il soit. Je pense qu'il est arrivé à son paroxysme avec ce move. Voilà, et Crimson qui encore une fois provoque la fight, et j'ai envie de dire il a raison, avec la composition d'armée qu'a Phoenix et le tempérament de ce joueur qui à chaque fois prend la fight mais de façon stackée. Bon là vous me direz il a vraiment pas le choix, hein, il est acculé. Donc, mais sur toutes les autres fights précédentes, il a jamais cherché une concave ou un positionnement qui lui aurait peut-être donné l'avantage, hein, pendant qu'on a l'armée de Crimson, voilà. Quand vous voyez ça en Protoss, c'est signe que le terrain est vraiment dans la dèche. Hein. Des command centers qui flottent un petit peu au hasard au milieu de la game, pendant qu'on a les gosses de Phoenix qui vont essayer d'accomplir un miracle, et c'est précisément ce dont aurait besoin Phoenix à ce moment-là de la game. Malheureusement le miracle n'aura pas lieu, non, là ça va être séance charcuterie de la part du Protoss. Les archons bien positionnés devant, hein, voilà, qui pètent les force fields. et c'est le GG de la part de
comment dire, c'est le GG de la part de Phoenix. Alors ma foi, une très belle game sur laquelle je dois l'avouer, je ne vais pas m'attarder parce que j'ai beaucoup casté aujourd'hui et pour d'autres conditions que je vais passer, pour d'autres circonstances que je vais passer sous silence. Je vais juste prendre 2-3 minutes pour expliquer la raison pour laquelle, d'après moi, Phoenix a perdu cette partie. Alors, il a fait une très bonne entame de partie, une très bonne première moitié de partie, j'aurais même envie de dire, hein, parce que, il faut savoir qu'il a joué de façon incroyablement greedy, en prenant coup sur coup B3, B4, même pas 2 minutes après B5. C'était très bien joué de sa part, hein, surtout que ça a tardé à être puni par, par Crimson, qui a scouté relativement tôt cette B4, mais qui ignorait complètement cette B5. Alors, le problème de Phoenix, d'après moi, c'est que, certes, il a pris des bases. Le problème, ces bases, d'une part, étaient des Planetary Fortress, et je reviens à ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, à savoir que les Planetary Fortress, c'est très bien dans le match-up contre Protoss, dans le sens où c'est très bien dès lors que vous parvenez à prendre vos fights contre l'armée du Protoss près de vos Planetary Fortress. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes stacké à 200 de pop, ça permet virtuellement à l'armée Terran de passer à 220, 230 de pop. Parce que la Planetary Fortress, faut bien voir que c'est quand même c'est quand même le bâtiment badass, hein. Je veux dire, ça fait des dégâts de zone, ça fait relativement mal. Si en plus vous avez votre 200 de pop Terran à côté et que le Protoss prend la fight, je peux vous assurer qu'il va prendre très cher. Donc certes, pour ça peut être une bonne chose, mais les Planetary Fortress sur les B5 sneaky, situés à l'ouest de la map, mais complètement à l'ouest, là où il y a peu de chances que votre armée revienne défendre au cas où elle est scoutée, ça sert absolument à rien. Parce qu'une Planetary Fortress qui n'est pas défendue par votre armée, contre un 200 de pop Protoss, ça va tomber mais comme du petit bois. Je veux dire, le 200 de pop Protoss, je vais pas revenir sur les dégâts qu'occasionne cette armée, je veux dire, tout le monde le sait, donc voilà. Une Planetary Fortress, que ce soit une station orbitale ou Planetary Fortress, si un 200 de pop Protoss ou même un 150 pop Protoss tombe dessus, ça tombe. Je peux vous l'assurer, ça va cramer, c'est une obligation. Donc, quitte à ce que le CC crame dès lors qu'il est spoté, j'ai envie de dire, autant faire des stations orbitales. Déjà, d'une part, ça vous permet de profiter de l'énergie pour accumuler des mules et des scans, ce qui en TVP est toujours une bonne chose, d'ailleurs dans tous les match-ups impliquant un terrain, hein, bien sûr. Mais en plus, si jamais vous êtes spoté, vous avez toujours la possibilité de lever votre CC et de tenter de vous barrer. Vous pourrez peut-être sauver votre CC, c'est peu vraisemblable, mais une armée, une composition, Protoss 200 sur 200 contre Terran, généralement il n'y a pas tant de stalkers que ça, vu que les stalkers, leur principal rôle c'est de s'affranchir des vikings. Donc franchement, vous avez des chances de sauver votre CC, et je vous rappelle que la Planetary Fortress ne peut pas s'envoler. Donc pour toutes les raisons que je viens de citer, faites des CC quand vous prenez des Sneaky Expand, pas des Planetary Fortress. Dans le match-up TVP tout du moins. Donc voilà, donc d'après moi, l'erreur de... Voilà, j'en viens aux erreurs qu'a commises Phoenix sur cette partie. Donc d'après moi, la première erreur, ça a été de ne pas rentabiliser les gaz de toutes les bases qu'il a pris. Vous pouvez voir que, voilà, on peut vraiment le voir à la fin de la game, vous pouvez voir que là il a 29 de thunes, bon c'est dû au fait qu'il chope absolument plus de minerais, et 1077 de Vespen, mais durant le middle et le late game, pour l'avoir vérifié, je peux vous assurer qu'à un moment il était à 3000 de minerais et 100 de Vespen. Concrètement, il n'avait pas assez de Vespen, pour changer la composition de son armée. Quand je dis changer la composition de son armée, je parle d'une composition qui soit à la hauteur des moyens de production qu'il avait. Il était sur B5, B6. Donc là, il pouvait se permettre de faire vraiment le gros late game Terran du genre, j'ai envie de dire, Viking, Ghost, Battlecruiser. Battlecruiser est exceptionnellement bon en late game contre Protoss. Le problème, c'est que ça coûte une blinde et que le Terran a rarement l'économie de les produire. C'est la raison pour laquelle on en voit aussi peu. Mais là, dans cette partie, je pense que ça aurait vraiment été le contexte pour les utiliser. Donc ça aurait été une alternative possible à Phoenix. Le problème, c'est que Phoenix voulait vraisemblablement jouer Bioball. J'ai envie de dire, très bien, pas de problème. Mais alors, dans ce cas, si tu joues Bioball et que tu veux prendre l'armée de face, parce que vraisemblablement c'est ce que voulait faire Phoenix, hein. Je veux dire, Phoenix c'est Conan le barbare, le mec il veut y aller de face, il veut rentrer dans l'art, pas de moyen détourné. Je veux dire, on a vu quelques drops en début de partie qui lui ont très bien réussi, hein. D'ailleurs j'aurais vraiment voulu que Phoenix continue sur cette démarche, parce que pour moi ça lui aurait vraisemblablement donné la game, hein. Mais malheureusement il a choisi de rentrer dans l'art, comme je l'ai dit, et le problème c'est qu'il n'avait pas la composition, ni le positionnement,
ni la concave pour le faire. Sa composition d'armée, le problème c'est qu'elle contenait beaucoup plus de maraudeurs que de marines. J'ai expliqué ça durant la game, le problème des maraudeurs, c'est qu'ils sont très résistants, d'accord, tout du moins beaucoup plus que les marines, malheureusement ils ont un DPS de merde comparé aux marines 3-3. Le plus gros en termes de DPS de votre armée, ce sont les marines. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le match-up que vous jouez en terrain, votre composition, dès lors qu'elle est bio-ball, doit toujours être constituée au moins 3 quarts de marines. Enfin, pas plus de 3 quarts. 3 quarts c'est très bien. 3 quarts c'est bien, voilà. 3 quarts de votre composition d'armée en marine, c'est nickel. Contre Protoss, vous rajoutez 8 Medivac, quelques Vikings en fonction du nombre de colosses en face, des Ghosts pour la micro, parce que ça le fait bien, c'est stylé, et également pour les acheter, accessoirement. Et ensuite, tout est affaire de positionnement et de micro. Le problème de Phoenix, c'est que, comme je l'ai dit, il n'avait pas la composition, il avait beaucoup trop de marauders, ce qui faisait qu'il avait un DPS insuffisant pour s'affranchir de l'armée de Crimson, mais pire que tout, à chaque fois qu'il a pris une fight, et il y en a eu de nombreuses durant cette game, il a pris les fights de face et en étant stacké. Ce qui a permis à Crimson de maximiser ses dégâts de zone. Et Crimson, je le répète, n'est vraisemblablement pas mauvais en termes de micro. Hein. Il a vraiment montré de bons moves de ce point de vue-là. Disons que, je pense qu'il a bien acquis les forces et faiblesses de sa race. Hein. À savoir, Protoss, vous jouez essentiellement, vous jouez beaucoup de micro, de positionnement et de scouting. Le scouting de Crimson a été très bon tout au long de la game, il a toujours eu l'information au moment où il a dû l'avoir, sa composition d'armée dès lors qu'elle a été late game a été redoutable, mais bon ça c'est classique chez tous les Protoss, et surtout sa micro a jamais été en reste, hein. Je veux dire il a fait parfaitement usage de ses force fields et de ses les force fields hein, qui ont été utilisés même à la fin de la game, alors qu'il faut bien admettre que les sentries on tend à rarement les voir dans le late game, donc ça c'est quelque chose qui me fait plaisir de la part de ce joueur, hein. Ne pas avoir délesté une unité qui est vraiment géniale dans tous les compartiments du jeu et à tous les niveaux de la game, que ce soit en early, middle et late game. Voilà, donc quelles auraient été les options de Phoenix outre changer complètement de composition d'armée? Prendre une meilleure concave, opter pour un meilleur positionnement et quitte à rester sur autant de maraudeurs, j'ai envie de dire ne pas prendre la fight de front, mais au contraire jouer sur le multi-drop. C'est un point sur lequel je voulais insister et je vais conclure là-dessus hein, parce que j'ai conscience que là je viens de taper un monologue de 10 minutes et que certaines personnes ont probablement déconnecté. Il faut bien voir qu'un Protoss qui est maxé à 200 sur 200 a un gros problème. Son gros problème c'est qu'à 200 sur 200 vous ne pouvez plus warper d'unit. Évidemment ce que je viens de dire est incroyablement logique. On va développer. Qu'est-ce que ça sous-entend le fait qu'il ne puisse plus warper d'unité? Eh bien ça sous-entend tout simplement que si comme Crimson vous passez votre middle et late game avec votre armée ici, ce qui est une bonne position, hein, ça vous permet de... déjà vous avez la vision au niveau de la Xanaga, ça vous permet de défendre votre B4 qui est votre dernière base, de voir les arrivées de troupes venant de par là et de par là, et aussi de défendre l'entrée à votre B3, donc c'est un très bon positionnement. Le problème c'est que si vous êtes ici en Protoss maxé à 200 sur 200 et que le terrain vous fait un double drop ici, qu'est-ce que vous faites? Parce que je vous rappelle que vous ne pouvez pas warper, et que dans le cas de Crimson, il n'avait pas jugé bon, alors que ça aurait été pourtant excellent, de blinder de photons. Pourtant il a le minerai pour. Hein. Et tout simplement, quand vous êtes dans une situation comme ça en Protoss, vous faites ce que j'ai vu plusieurs top coréens obligés de faire, et je peux vous assurer, ça a l'air absurde, mais ils y sont contraints. Vous flinguez une partie de votre armée tout simplement pour vous libérer de la pop. Alors je sais, c'est con, mais c'est ça, ou alors perdre la plupart de vos bâtiments dans votre B1. Ce que je veux mettre en exergue avec mon exemple un petit peu tarabiscoté, c'est que je pense que Phoenix en fait aura une réelle chance de victoire dans cette game s'il avait créé plusieurs fronts à la fois, s'il avait fait 1 ou 2 drops ici, 2 drops dans la B3, un drop ici, voilà, il aurait dû forcer une armée Protoss 200 sur 200 avec des dégâts de zone et des améliorations en veux-tu, en voilà, à se disperser. Parce que là, le problème de l'armée de Crimson, c'est qu'elle est restée stackée quasiment toute la game, et de fait, elle a vraiment pu exploiter la complémentarité entre toutes les unités, qui est une des grandes forces de l'armée Protoss. Donc voilà, je pense qu'en fait, je pense que Phoenix s'est obstiné dans la mauvaise voie. Il a voulu prendre la faille de front alors qu'il n'avait pas la composition adaptée.
Voilà. Sa composition, elle était adaptée pour du multidrop parce que les maraudeurs sont très bons dès lors qu'il s'agit de flinguer des bâtiments. Et il a pas su exploiter en fait ça. Et je trouve ça vraiment regrettable parce que d'après moi il aurait pu gagner cette game. Voilà, en tout cas bah, j'ai envie de dire GG aux deux joueurs parce qu'il y a quand même eu un sacré show, il faut le dire, c'était quand même une game assez intense. GG à Crimson pour avoir remporté la victoire parce que je dois dire que à mon niveau je trouve qu'il a été impérial sur cette game. Il a fait très peu d'erreurs. Et il a vraiment joué sur les. Il a vraiment su jouer sur les points forts de sa race, au contraire de Phoenix, qui lui en fait s'est obstiné à prendre la fight sur un terrain qui ne lui était pas favorable. Voilà, je sais que je me répète, mais je voulais finir là-dessus. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine game. Voilà, ciao.